courir, pédaler, nager. Mon invité est politicien, oui, oui, mais c'est surtout un Ironman. Alain Reyes, bonjour. Bonjour. D'où c'est venu ce goût de... Parce que c'est pas facile. S'entraîner pour un Ironman, c'est colossal. Comme entraînement? Oui, c'est assez colossal, je vous dirais. C'est une moyenne de 15 heures par semaine pendant 10 mois environ d'entraînement. Puis ça vient d'une petite folie. Les gens qui ont suivi mon parcours avant comme administrateur, enseignant et maintenant politicien l'ont vu pendant une certaine période. Je me suis laissé aller comme bien des gens. J'ai pas pris soin de ma santé, j'ai pris du poids, j'avais des problèmes de cholestérol, un peu d'embonpoint. Et un jour, il y a un déclic qui s'est fait. J'ai vu ma femme qui a couru un premier marathon. Les gens connaissent Pierre Lavoie. J'avais assisté à ses conférences. J'avais comme eu un déclic, mais pas assez pour me mettre à bouger. Puis un jour, en embarquant sur la balance, j'ai vu le chiffre 199. Puis j'ai dit, c'est pas vrai qu'Alain va traverser la centaine vers le 200. Et j'ai été m'acheter une paire de running. Ça va faire 5 ans bientôt, où j'ai décidé de me prendre en main. J'ai commencé à courir des marathons. J'ai commencé à faire du vélo avec Pierre Lavoie pour le 1000 km de Pierre Lavoie, la tournée qu'il fait. Et par la suite, avec ma femme, qui avait décidé de recommencer à faire des triathlons, j'ai dit que j'aimerais ça apprendre à nager parce que je ne savais pas nager il y a 3 ans et demi de ça. Donc, j'ai appris à nager. Puis là, bien, défi par-dessus défi, j'ai décidé de me lancer moi-même un défi personnel de parcourir mon premier Ironman il y a 2 ans et j'en ai 2 à mon actif maintenant. Bravo! Donc, un beau, je dirais un trip de couple particulièrement qui me permet d'avoir aussi un équilibre dans ma vie professionnelle de politicien qui est une vie, comme vous devez vous en douter, vous côtoyez les gens à la Chambre des communes, qui est assez occupée, qui demande beaucoup de temps, qui fait qu'on passe un peu moins de temps en famille avec nos conjoints-conjointes, là. Mais ça vous permet en même temps d'envoyer un message aux Canadiens d'être en santé et vous allez jusqu'à dire qu'il devrait y avoir un ministère des bonnes habitudes de vie. Oui, des saines habitudes de vie. Je pense au même titre que l'environnement, ça fait partie maintenant d'un incontournable. Puis pourquoi je dis un ministère des saines habitudes de vie, devrait même être un ministère, à mes yeux, qui devrait transcender tous les ministères. Parce que quand on parle de saines habitudes de vie, on parle, oui, d'environnement, mais on parle aussi d'éducation, on parle de santé, on parle d'économie, de finances publiques, parce que on regarde les coûts de santé, on voit les chicanes provinciales fédérales sont en explosion, c'est près de 50 des budgets des provinces. On parle d'infrastructures, parce que dans les municipalités, il faut mettre en place des infrastructures de qualité pour que les gens puissent et le goût de bouger. Donc, ça prend des parcs, ça prend des pistes cyclables, ça prend des aménagements pour avoir d'autres modes de déplacement que le mode même transport en commun en autobus métro ou la voiture. Donc, je pense que ça transcende tout ça. Ça demande une prise de conscience sociale et ça prend presque un chien de garde, je pense, dans un gouvernement pour allumer dans chacun des projets, puis le prendre avec la lunette des saines habitudes de vie, de la santé, des bonnes conditions. Si on veut vivre longtemps, mais surtout en santé. C'est des choses que votre famille vous a aussi léguées, vos parents. Quel impact ils ont eu dans votre vie? Bien, mes parents, ils ont été des gens qui m'ont toujours poussé à m'entraîner, mais mon père était un joueur de soccer quand il était jeune, donc lui, c'était son sport. Ma mère était une joueuse de basketball aussi à ses temps, là, mais vraiment pour le plaisir, comme tout le monde qui fait du sport pour s'amuser. Mais ils nous ont toujours encouragés, moi, mes 3 frères, à bouger. Ça, bien, je pense que ça s'est traduit avec le temps, c'est ancré chez nous. Puis on voit maintenant nos enfants, les petits-enfants de mes parents, qui ont embarqué aussi, qui font beaucoup de sport. Donc, c'est un message. En même temps, on le fait pour nous, mais à cause du titre que j'ai comme député, comme représentant de la population, bien, j'ai pris conscience avec ma conjointe qu'on était capable, nous aussi, d'influencer les gens. En donnant l'exemple, l'expression qui dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Donc, il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Puis quand on le fait, bien, on donne l'exemple aux gens parce qu'on est des personnalités publiques. Et je pense qu'il faut le montrer aussi, puis donner peut-être le goût à d'autres, comme moi, des personnes m'ont donné le goût de commencer à prendre soin de ma santé. Vous vouliez faire de l'enseignement. Quand vous étiez jeune, vous avez étudié pour devenir enseignant. Ouais. C'était quoi cette passion que vous aviez? Bien, mon père était professeur de mathématiques au cégep à Victoriaville. C'était son premier emploi quand il est arrivé au Canada, parce que mes parents, comme on l'a dit un peu avant l'entrevue, viennent d'Égypte. Donc, ils sont arrivés ici. Mon père a commencé à enseigner. Beaucoup de personnes dans mon milieu enseignent.
Et à un moment donné, il y a eu un déclic quand j'étais au cégep. J'ai fait le choix de laisser un peu les sciences plus appliquées. Sciences, j'aimais beaucoup les mathématiques. Donc, les sciences pures, les mathématiques pures, statistiques, pour aller vers l'enseignement. Et je crois que c'est un peu mon goût de l'entraînement. J'étais entraîneur de soccer pendant 25 ans, 26 ans très exactement. Donc, j'ai coaché à tous les niveaux, plus local, régional et même au niveau provincial, les équipes du Québec au soccer. Donc, ce goût de partager avec les autres ma passion, je dirais mes compétences, les techniques que j'ai développées, ça s'est traduit, je suppose, là, professionnellement vers l'enseignement. Et tranquillement après, bien, l'administration a commencé à m'intéresser. J'ai commencé une maîtrise en administration. Donc, dans le milieu scolaire, après l'enseignement, bien, ça a été le cheminement vers la direction d'école, direction secondaire, primaire, et par la suite, bien, la politique. Quand on fait cette transition d'enseignant vers l'administration scolaire, est-ce qu'il manque de quoi? Parce que dans une classe, je suis persuadé que vous avez trouvé ça très stimulant d'être avec les étudiants. Tout à fait. Je dirais que c'est le premier deuil qu'on a à faire de lâcher un groupe d'élèves parce que c'est très intéressant d'échanger particulièrement avec la jeunesse, de montrer qu'on peut partager notre savoir, partager des connaissances, puis de voir chez les jeunes aussi le plaisir d'apprendre. Parce que même si on pense que l'école, des fois, c'est pas très agréable, il y a du plaisir à apprendre dans la vie. Donc, quand on voit les réussites, quand on voit des jeunes qui ont de la difficulté, qui bûchent, puis qui finissent par réussir, quand on voit les parents qui nous parlent du cheminement des enfants. Donc, en allant vers l'administration, bien, ce qu'on est obligé de faire comme deuil, c'est cette proximité-là. Mais en même temps, on se rend compte, un peu comme dans la politique, qu'on peut jouer peut-être sur un plus grand réseau. Donc, lorsqu'on devient directeur d'école, bien, on travaille avec les enseignants et on essaie de mettre en place des conditions pour qu'eux autres puissent continuer à améliorer notre système d'éducation, qui, pour moi, devrait être la priorité numéro un dans une société. Plus une société va être instruite, plus elle va performer, plus elle va réussir, plus elle va évoluer, plus elle va être actuelle, je pense, avec le monde entier, là. Comment le déclic de la politique, l'intérêt à la vie politique, ça commence comment? Moi, j'ai fait le saut en 2003 au provincial. C'est un coup de cœur que j'ai eu. J'ai décidé d'aller avec ma femme. Je me rappelle comme c'était hier, on est parti avec les enfants. Ma femme, elle était encore. On avait emmené une gardienne avec nous. On était à la Rivière-du-Loup et on a participé à un congrès de l'ADQ, de la défunte ADQ au provincial. Et j'ai été impressionné par le discours de Mario Dumont, particulièrement le discours sur les finances publiques, l'endettement. Moi, ça me préoccupait, cette partie-là. Puis c'est d'actualité aujourd'hui. Les déficits, la taxation, la capacité de payer des gens, puis le cynisme que la population avait face aux citoyens. Et c'est sur un coup de tête, ce soir-là, j'ai fait un coup de téléphone, j'ai appelé un de mes amis, j'ai dit « Regarde, j'ai le goût de me lancer en politique. » Ma femme m'a donné le hockey pendant le souper et j'ai fait le saut à 33 ans. J'ai perdu, ce qui a été drôle à dire. Mais pas par beaucoup. Je regardais vos chiffres. C'est quoi, 2-3 2-3 puis c'est 400-500 votes, je pense, sur 40 000 presque. Donc, ça a été vraiment une défaite, mais je vous dirais une défaite, moi, qui a été peut-être la meilleure chose dans ma vie. Un, qui a permis de me faire connaître un peu plus chez la population, le milieu des affaires, les différents groupes, puis qui m'a fait prendre un recul pour dire j'ai encore des apprentissages à faire. Donc, je suis retourné par la suite en direction d'école. Donc, le lendemain, j'étais au boulot. Donc, ça n'a pas été long, quelques petites larmes le soir. Puis pas des larmes parce qu'on a perdu, mais plutôt des larmes, et c'est souvent le cas pour les élus. Les gens s'en prennent pas conscience, mais la pression qu'on a de voir toutes les personnes qui travaillent avec nous, qui nous entourent, qui viennent poser des pancartes, qui font des téléphones, qui font du porte-à-porte, des gens qu'on connaissait même pas, qui mettent corps et âme pour nous faire gagner. On sent une certaine pression de réussir aussi un peu pour eux le soir de l'élection. Donc, il y a une petite déception qui est là, mais le lendemain, moi, je suis retourné au boulot et j'avais décidé de prendre une pause face à la politique. Et c'est quelques années après, en 2008-2009, que l'ancien maire de Victoriaville m'a approché avec un groupe de personnes assez influentes, puis ils m'ont dit, bien, qu'est-ce que tu dirais de l'idée de la mairie à Victoriaville? Parce que je n'avais jamais pensé, sincèrement, à ce moment-là, à la politique municipale. Quand on pense à la politique, quand on est jeune, on pense au provincial, au fédéral, mais pas nécessairement au municipal. Et j'ai réfléchi, puis j'ai décidé de faire le saut, puis ça a été 6 années extraordinaires pour moi. Donc, c'est pas venu personnellement. J'avais le goût de la politique, mais je pensais pas nécessairement au monde municipal. Mais aujourd'hui, je considère que c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée, d'aller bien connaître sur le terrain
la réalité des citoyens et des citoyennes, de travailler sur des enjeux peut-être plus de proximité et de regarder l'importance du monde municipal dans le développement de nos communautés partout au Canada, puis je dirais dans le monde entier, là. Quand vous faites le bilan de ces années-là en termes de réalisation, qu'est-ce que vous retenez comme projet qui vous tenait à cœur puis que ça a été atteint? Ça a été atteint. Si je parle de projets structurants, là, si on parle infrastructure ou autre, moi, j'ai été catégorisé sport par les gens. Bien des gens même pensaient quand j'enseignais, j'étais un enseignant de mathématiques, sciences. Les gens étaient convaincus quand ils me croisaient que j'étais un professeur d'éducation physique. Et les gens étaient comme surpris quand je leur disais ça. Donc, les gens m'ont associé au monde de l'éducation. Le milieu des affaires disait, bien, encore un autre de l'éducation, un fonctionnaire, ou un peu l'image un peu caricaturisée là, par les personnes. Et un des projets, moi, ce que j'ai beaucoup découvert avec ma vie familiale, avec mes enfants et au niveau professionnel, c'est la culture. Donc, moi, mes enfants, j'ai découvert le monde artistique parce que mes enfants ont commencé à jouer du piano, du drum, de la guitare, ils ont fait des cours de danse. Mes filles ont suivi des cours de peinture. Donc, j'ai découvert le milieu culturel, l'importance de ce milieu-là aussi dans le développement des personnes. Et un des gros projets, c'était une salle de spectacle chez nous, un centre de diffusion culturelle, un gros projet de 20 quelques millions. Ça faisait 40 ans dans ma ville que les gens travaillaient à mettre en place. Même la ministre de la Culture au Québec disait qu'on était le tiers-monde de la culture à Victoriaville, une municipalité de 45 000 habitants. Et on a travaillé très fort pendant les 6 ans. Puis ça s'est réalisé juste avant que je quitte la mairie pour me présenter candidat fédéral. Donc, je dirais ça a été une très grande fierté de prendre un projet qui n'avait jamais été réalisé, de rassembler une population sur quelque chose qui n'est pas facile à vendre, la culture. C'est comme dire à la population, on va débloquer de l'argent, des millions pour construire une bibliothèque. Les gens disent, oui, mais les gens ne vont pas à la bibliothèque. Oui, mais il n'y en a pas de bibliothèque, ils ne peuvent pas y aller. Mais ça fait partie des choses importantes qu'on doit avoir dans une communauté. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent aller voir des spectacles, des pièces de théâtre, des spectacles pour les enfants dans une ville, dans une région, au centre du Québec, comme ils pourraient le voir dans une grande ville. Puis ça a un peu envoyé le message à la population que même si on est en région, on a le droit d'avoir accès à des infrastructures de qualité, que ce soit sportif, culturel, économique, d'éducation. On n'a pas à être gêné d'être ambitieux, puis d'avoir accès à ces leviers-là pour se développer, puis avoir accès au potentiel d'une communauté là, de se développer. Pour traiter des défis d'aujourd'hui, d'avoir été aussi à l'Union des municipalités du Québec, ça apporte, c'est important de passer par là? En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été le déclic pour penser à aller vers un autre niveau politique. Donc, en étant à l'Union des municipalités du Québec, j'étais vice-président dans la fin de mon mandat à la mairie. Ça m'a permis de voir le potentiel qu'on avait, pas juste travailler pour notre communauté, mais qu'on pouvait aussi rayonner. Puis une des phrases que j'utilise, qui est là, je cite Stéphane Dion, donc j'ai copié Stéphane Dion là-dessus, même s'il est libéral, mais je l'aime bien pareil, Stéphane. Il avait dit lors d'un congrès qu'on avait chez nous sur le développement durable, il avait dit il faut que tout ce qui est extraordinaire dans chacun de nos milieux devienne la norme partout. Puis j'ai utilisé ça, moi, parce que Victoriaville est considéré comme le berceau de développement durable, là où a commencé l'environnement au Québec. On est la première ville qui a fait de la récupération résidentielle, le compostage dans les maisons. Il y a eu beaucoup d'initiatives industrielles, économiques aussi dans notre secteur. Donc, je me suis dit, il faut qu'on soit capable de partager. Aujourd'hui, on ne peut plus, quand on réussit quelque chose, quand on a un succès dans nos communautés, le garder juste pour nous. Donc, d'aller à un autre niveau, au niveau provincial, pour moi, avec l'Union des municipalités, ça m'a permis d'aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs, d'aller partager les bons coups de notre région, de voir qu'on peut échanger. Et là, bien, le step après, c'est de dire, bon, avec ces rencontres-là, ces réseaux de contacts qu'on se fait, particulièrement avec le niveau provincial, bien, ça me dit, bien, pourquoi pas le faire aussi à un autre niveau par la suite. Aller jouer sur une plus grosse patinoire, essayer d'aller influencer à un autre niveau. Et c'est là que le fédéral est venu dans la réflexion. Et comment ça se passe? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez votre carte du Parti conservateur? Est-ce que vous avez plus d'affinité avec tel parti? Est-ce que c'est M. Harper qui vous convainc? Comment ça se passe? Comment ça se passe, ce changement-là? C'est la question. Puis je suis arrivé dans un moment qui n'a pas été facile pour le Parti conservateur au Québec, un parti qui était relativement mal aimé de beaucoup de gens.
Les gens qui ont suivi mon cheminement ont vu que j'avais une amitié qui s'est développée à la mairie avec Denis Lebel, qui est un ancien maire de Roberval, avec qui on a fait beaucoup de projets, qui était un peu un pilier avec le gouvernement conservateur au moment où j'étais maire. Donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et Denis, dans les 2 dernières années avant l'élection, a commencé à mettre dans ma tête l'idée qu'un jour, ça pourrait être intéressant pour moi de faire un autre saut. Et moi, j'avais dit, la population de Victoriaville était déjà au courant. En partant, quand j'avais commencé, j'avais dit, je ne ferais pas plus que 2 mandats. Donc ça, c'était une décision que j'avais prise. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Stephen Harper, qui est venu me voir à 2 reprises. Et la dernière fois, bon, ça a été un échange pour que je pense peut-être de façon plus sérieuse à l'idée de me lancer en politique. Et comme je dis souvent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un premier ministre, un parti politique, un premier ministre sera toujours à mes yeux un premier ministre. La fonction pour moi est importante, tout ce qui vient avec. Et ma femme, un jour, m'a dit, même si ma femme n'aime pas personnellement la politique, je peux vous le dire. Donc, ça, c'est le défi que j'ai dans ma vie. Un défi constant. Oui, constant. Elle m'avait dit, tu as toujours rêvé d'aller jouer sur une autre patinoire. Tu as le premier ministre qui vient te voir en personne. Est-ce que tu penses pouvoir avoir une autre opportunité comme ça? Donc, j'avais été très ouvert à l'ouverture qui m'avait été faite. Puis j'ai décidé de me lancer au fédéral. Votre campagne électorale, comment ça s'est passé? Ça a été dur. Porte. Parce que c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Au niveau québécois, les sondages n'étaient pas... Vous n'aviez pas le vent dans le dos. Non, je peux vous dire, on l'a eu de face toute la campagne électorale. Ça a été tout un exercice d'humilité, premièrement, parce que j'avais un taux de notoriété à Victoriaville extrêmement élevé. La journée, je pense que j'ai annoncé même que j'étais en réflexion. Pour moi, j'ai perdu la moitié de mes appuis dans ma propre ville. Donc, souvent, j'ai eu à me battre beaucoup pour dire que j'étais la même personne, qui voulait strictement qu'elle allait jouer sur une autre patinoire, aller influencer à un autre niveau. Puis, bon, la politique fédérale comme provinciale, il y a nécessairement la partisanerie, il y a les partis politiques. Ce qu'on n'avait pas au municipal chez nous, on n'a pas de parti politique. Tout le monde est indépendant. Donc, il a fallu rentrer dans cette joute-là. Et ça, bien, c'est pas facile parce que des gens qui te côtoient, qui apprécient ton travail, qui ont travaillé avec toi à réaliser des projets, qui connaissent ta capacité de réaliser des choses, de faire ce que tu dis, là, se mettent à se dire, bon, mais j'ai pas les mêmes convictions que toi, je pense pas comme ton chef, j'aime pas ton chef, ainsi de suite. Et bien, de l'autre côté, on apprend à connaître d'autres personnes qui étaient clairement des conservateurs durs, mais qui appréciaient peut-être pas nécessairement ton travail comme maire, qui décident qu'ils veulent travailler. Donc, il y a un petit mélange de tout ça. Et ça demande beaucoup d'humilité. On se rend compte qu'on est un pion sur un gros jeu d'échecs. Quand on est maire, on est comme, c'est l'expression, vous contrôlez un peu plus. On contrôle un peu plus. On est le roi, la reine du jeu d'échecs. Mais quand on s'en va dans une partie au provincial, au fédéral, bien là, on devient un pion dans une partie d'échecs. Et on a un travail à faire pour faire gagner notre équipe. Et notre travail, bien, même si on n'a pas de contrôle sur l'extérieur, les chefs prennent beaucoup de place, le parti politique prend beaucoup de place, mais on a aussi un travail à faire localement, puis c'est à ça que je me suis concentré avec mon équipe. Comment se passe la soirée électorale? D'abord, quand la journée commence, vous êtes confiant? Vous êtes confiant ou stressé? Je vous dirais que, comme tout le monde, les 2 dernières semaines ont été très, très dures parce qu'on voyait très bien la tendance qui se dessinait, là. On la sentait sur le terrain de façon assez claire. Et on avait hâte que ça finisse. On a pris du temps à sortir. Les résultats ont été longs à sortir. Puis même, j'ai gagné avec une majorité assez intéressante, là, 44 000 quelques voix sur mes 2 principaux adversaires. J'ai quand même fini très humblement avec 33 % du vote. Ça fait qu'il y a une majorité de gens qui n'ont pas voté pour nous. Mais dans notre système, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis moi, j'ai toujours respecté notre système. Je ne travaille pas à le changer. Je travaille à jouer avec le système qui est actuellement en place. Puis je laisse ça à d'autres, cette partie-là. Donc, c'était une longue soirée, mais en même temps, j'avais tellement d'amis, de gens qui ont travaillé avec moi. C'est toujours des journées qui sont, je dirais, des journées où on essaie de prendre ça, les 2 pieds bien ancrés au sol. Puis toute mon équipe qui ont travaillé avec moi, chacune de mes 3 campagnes que j'ai fait, 4 campagnes électorales, j'en ai fait 2 au niveau municipal. Quand je commence avec mon équipe, ma première rencontre, je leur dis une chose. Je leur dis, l'objectif, c'est qu'il faut qu'à la fin, la journée de l'élection, il faut qu'on ait été capable de dire qu'on a fait tout ce qu'on était capable de faire.
sur lequel on avait du contrôle, puis il faut qu'on ait du plaisir. Il faut que le soir de l'élection, gagne, perde, tout le monde, lorsqu'on va rentrer chez nous se coucher, on n'ait aucun regret, puis qu'on ait eu du plaisir à faire ce qu'on a fait. Puis ça, je pense que j'ai réussi avec mon équipe à réaliser ça à chaque fois. Fait qu'on est plus serein dans ce temps-là, puis on accepte le résultat de la population. Puis gagne, perde, je l'aurais accepté très humblement. Puis si ça n'aurait pas marché, j'aurais fait d'autres choses. Aviez-vous un discours de défaite, un discours de victoire? Ça a été spontané comme réaction? Ni victoire, ni défaite. De toute manière, j'aime faire des grandes lignes quand je fais des discours, mais j'ai toujours pensé que quand c'était pas un texte nécessairement qu'on lisait, c'est plus spontané, c'est plus naturel. Puis je pense que les gens apprécient plus ces discours du moment qui sont sincères, qui viennent du cœur. Et je me rappelle comme c'était hier, quand j'ai fini, j'ai dit on s'en va. J'ai pas je m'en vais à Ottawa, mais on s'en va à Ottawa parce que c'est toute la population que je représente la journée que je suis élu. Il n'y a plus de partisanerie. Sur mon bureau, contrairement à d'autres, il n'y a pas de logo du Parti conservateur. C'est un bureau identifié, circonscription de Richemont-Tabasco, votre député qui est là à votre service. Donc, avec toute mon équipe, on le fait comme ça. Est-ce que c'est, à votre arrivée à Ottawa, ce que vous souhaitiez? Quand vous vous faites élire, puis là, tout à coup, vous arrivez là. Oui. Est-ce que ça rejoint ce que vous vouliez? C'est mieux encore que ce que j'imaginais. Drôlement, moi, personnellement, c'était seulement la deuxième fois que je rentrais dans le Parlement. Donc, je n'avais pas eu des visites étudiantes comme il y en a un peu partout pour visiter dans le Parlement. Donc, j'étais rentré une première fois parce que j'avais une rencontre avec un ministre là, lorsque j'étais maire. Mais quand on rentre puis on a été élu par la population, le sentiment de fierté, ce sentiment qu'on est privilégié lorsqu'on marche dans le corridor puis qu'on voit les visages de tous les premiers ministres qui ont passé ici, puis on se rend compte quand on apprécie notre pays, quand on est conscient de la qualité de vie qu'on a, cette sécurité dans laquelle on vit, cette stabilité économique, stabilité sécuritaire, ce monde dans lequel on est, on se dit qu'il y a des êtres humains qui ont voté, qui ont pris des décisions. Donc, même si des fois la Chambre des communes peut avoir de l'air un peu un cirque pour certains, ça reste qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de coups qui se donnent là. Bon, Presque pas. On a un petit coup de coude qui s'est donné, mais à l'exclusion de ça, quand on regarde ce qui se fait dans d'autres démocraties, dans d'autres dictatures particulièrement, on peut se considérer choyé de vivre dans un pays aussi stable et qui offre autant d'opportunités à tout le monde de réaliser ses défis et ses ambitions. Vous n'étiez pas au pouvoir, mais souvent, quand vous participez à nos panels, vous êtes appelé en quelque sorte à défendre ce que l'ancien gouvernement avait fait. Est-ce que c'est difficile, ça, des fois? Non, sincèrement, moi, je l'ai dit aux gens, parce que les gens, l'image qu'il y avait des conservateurs, c'était contrôlé. Bon, Stephen Harper, naturellement, on sentait, il n'aimait pas nécessairement travailler avec les médias. Je pense que je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Il y avait une image qui était très dure. Mais moi, j'étais à la mairie, à la ville de Victoriaville. En 6 ans, jamais j'ai eu un vote public qui a été demandé pendant les séances du conseil. Tout se faisait en comité à huis clos. Et ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des débats. On prenait même des votes entre nous autres de façon informelle. Mais une fois qu'on sortait de la Chambre, on se ralliait tout le monde à la décision qui avait été prise. Et c'est un peu comme ça que je sens un parti politique. Il y a des caucus, les gens échangent. Tant ou longtemps que dans cette partie-là, on a le pouvoir de s'exprimer librement. Et ça, je peux vous le confirmer, on a tous les pouvoirs. Jamais qu'on m'a empêché, que le Parti conservateur, tant pendant la campagne électorale qu'après, qu'on m'a empêché de m'exprimer, qu'on a changé des textes que j'ai faits, même que je le dis souvent à qui voulait bien l'entendre dans la campagne, j'étais le seul candidat, tout parti confondu, qui faisait ses propres publicités. Tous les autres avaient les publicités préformatées du parti, 4 pages envoyées dans toutes les circonscriptions avec les faces du chef et les grandes lignes, les talking points, puis il y avait à la toute fin, à l'endos, un petit bandeau qui donnait l'adresse du local électoral, puis le nom de la candidate ou du candidat. Et moi, c'était des pages complètes qu'on avait de nos propres publicités, nos propres enjeux qu'on avait dans la circonscription. J'étais libre de dire ce que je voulais, mais j'étais responsable si je faisais une niaiserie, je disais une niaiserie. Donc, et aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que je suis en poste, je mets au défi quiconque d'aller voir mes dires, les votes que j'ai faits, et je suis pas mal à l'aise avec aucune des positions. Et je suis même agréablement surpris de voir le nombre de fois que notre chef donne l'opportunité de voter librement en Chambre. Je me demande s'il y a un parti qui a eu autant d'opportunités à la Chambre des communes que le Parti conservateur depuis le début de ce mandat-là. Donc,
Je vous dirais non, je suis pas mal à l'aise. Au contraire, je suis agréablement surpris et très heureux de comment ça fonctionne. Je me sens vraiment libre de mes opinions, mais ultimement, dans certains cas, il faut se rallier. Sinon, ben, à mes yeux, c'est un peu l'anarchie. Là. Tout le monde tire de partout, puis il n'y a plus de parti politique, tout simplement, à ce moment-là. On ne pourra pas tout toucher les sujets de l'heure, mais je sais qu'il y en a un qui vous tient à cœur, le dossier de la marijuana. Oui. C'est pas pour dire qu'il faut que ce soit légalisé si je suis votre... Clairement. Non, clairement. Pour moi, ça, c'est un dossier, premièrement, dans la liste des priorités, je pense, des Canadiens et des Canadiennes. C'est très, très, très loin dans la priorité. Puis tantôt, en début d'entrevue, vous me posez la question, mais mon parcours, je me dis, si Justin Trudeau, avec toute sa notoriété qu'il a comme premier ministre, mettait autant d'énergie à faire la promotion des saines habitudes de vie, on ne parlerait même pas de légalisation de la marijuana. Au moment où, dans plusieurs pays, il y a même des pays qui pensent à interdire la cigarette, on sort la cigarette des lieux publics, on sort la cigarette même des parcs dans certains cas, dans certaines municipalités. On tente de dire aux gens d'arrêter de fumer, parce que c'est, à mes yeux, peut-être la chose la plus difficile pour quelqu'un qui veut embarquer dans un mode sain. Donc, c'est d'arrêter de fumer, mais après ça, de bouger. Mais arrêter de fumer est encore plus dur. Et là, aujourd'hui, on voit un premier ministre qui fait la promotion de la légalisation de la marijuana. Pour moi, quand on regarde les statistiques, puis il y a un pays dans le monde, c'est l'Uruguay. Est-ce que c'est à ça que je veux ressembler comme pays? Je me dis, tous les autres pays n'embarquent pas dans ce mouvement-là. Il me semble qu'il y a un autre message que je voudrais envoyer aux jeunes que celui de légaliser une drogue, présentement. Et vous, dans quelque chose que vous embarquez, c'est les médias sociaux. Oui. Une grosse partie de votre vie? Ah, une grosse partie, au grand malheur de ma femme et de mes enfants. Quoique mes enfants sont pas mal là-dessus, c'est devenu un incontournable. C'est une opportunité, comme élu, qu'on a de pouvoir connecter avec notre population. C'est drôle parce que mon personnel tente par tous les moyens de prendre le contrôle, de me dire, il faut que tu passes moins de temps, on va faire une partie du travail, parce qu'il y a des gens qui c'est leur personnel aussi qui gèrent leurs médias sociaux. Dans mon cas, c'est moi qui le fais au complet, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Donc, à part YouTube, c'est mon personnel qui met les vidéos en ligne. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est une opportunité réelle. Ça enlève un peu le décorum de monsieur le député. On parle à Alain, qui souhaite rester le plus près du citoyen, qui souhaite rester connecté, qui veut comprendre c'est quoi les inquiétudes, les préoccupations des citoyens et des citoyennes, et qui fait que même à Ottawa, je suis capable de parler en temps réel avec les gens de ma circonscription. C'est assez phénoménal, le potentiel. Il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on est encore capable de faire de l'entraînement quand on ajoute tous les déplacements que vous faites avec votre voiture entre le comté et Ottawa? Faites-vous encore de la course tous les matins? Pas tous les matins, mais je vous dirais que je suis en petite pause après mon Ironman, mais oui, j'ai l'intention, je t'inscris un demi-Ironman, je fais le marathon d'Ottawa l'année prochaine, au mois de mai, donc je vais revenir tout de suite après la nomination de notre chef le samedi. Le dimanche matin, je vais être au départ du marathon, c'est sûr, avec un groupe d'amis, et puis c'est tellement important pour notre tête, mais pour notre santé surtout. On va vous avoir à l'œil. Ça fait plaisir. Alain Réas, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci.